Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Addis Chukwuma arriva au grand portail en fer forgé du manoir DAG juste avant l'aube, les mains légèrement tremblantes d'anxiété et de fatigue. Le domaine se dressait tel une forteresse au cœur de Lucky, avec ses hautets, ses murs blanchis à la chaux et une sécurité armée à chaque coin de rue. Ses sandales étaient couvertes de poussière à cause de son trajet, et sa modeste robe en pagne était soigneusement repassée malgré les légères traces de sueur qui s'accumulaient sous ses bras. Elle avait obtenu le poste grâce à une agence, même si elle ne croyait guère à leurs promesses. Tout ce qu'elle savait, c'est que la prochaine séance de dialyse de son frère était prévue, et elle ne pouvait se permettre de refuser quoi que ce soit. Le majordome lui lança un regard désintéressé et la conduisit à l'intérieur sans un mot. Elle passa devant des sols en marbre brillant et des lustres qui auraient probablement pu payer le loyer de tout son village pendant un an, et pourtant elle gardait la tête haute. Elle n'était pas là pour se laisser submerger. Elle était là pour travailler, survivre et prier pour que son jeune frère, Schism, ne s'aggrave pas. À midi, elle avait déjà nettoyé 2 salles de bain, ciré un sol qui ne semblait même pas avoir besoin d'être ciré, et appris que le milliardaire pour qui elle travaillait, Benedict, était rarement présent et parlait rarement au personnel. Les autres domestiques murmuraient des rumeurs à son sujet. Certaines racontaient qu'il avait un jour licencié quelqu'un parce qu'il fredonnait trop fort. D'autres prétendaient qu'il vivait comme un fantôme, flottant entre réunions d'affaires et silence maussade. Addis gardait la tête baissée et évitait tout contact visuel. Elle savait qu'il valait mieux ne pas attirer l'attention sur elle. Ce soir-là, alors qu'elle préparait un plateau d'argent contenant de l'eau en bouteille et des fruits coupés en tranches pour son bureau, elle l'aperçut pour la première fois, grand, brun, son regard perçant la scrutait sans chaleur. Il hocha à peine la tête, ne la remercia pas et retourna à son ordinateur portable. Cela ne la dérangea pas. En fait, elle préférait que ce soit ainsi. Moins il la remarquait, plus elle pouvait se concentrer sur ses envois d'argent. Loin des couloirs climatisés du manoir, Mama Chukwuma était assise sur un tabouret en bois juste devant leur appartement de 2 chambres loué à Ikorodu, éventant son fils Schism qui grimaçait de douleur suite à une nouvelle crise rénale. L'électricité était à nouveau coupée, et le ventilateur qu'elle agitait ne faisait guère de différence. Les lèvres de Schism étaient sèches, ses yeux étaient enfoncés, et chaque respiration lui semblait un effort. Les médecins avaient dit qu'il fallait commencer l'opération de toute urgence s'il voulait avoir une chance de le sauver. Mais où trouverait-il les 2 millions de Naira? Addis leur envoyait ce qu'elle pouvait de ses emplois de ménage, et maintenant de ce nouveau boulot, mais malgré toutes leurs économies et leurs sacrifices, ils étaient toujours en retard. Pire encore, le chef Oliemide, leur propriétaire, était revenu le matin même, claquant la porte et menaçant de les mettre dehors avant la fin du mois s'ils ne payaient pas. Mama Chukwuma l'avait supplié, les larmes aux yeux, mais l'homme s'était contenté de ricaner, de la traiter de veuve avec un enfant maudit et de laisser une lettre d'avertissement rouge sur leur porte. Ce soir-là, Addis appela chez elle, se glissant dans la buanderie du manoir pendant sa pause de 10 minutes. Elle essaya de paraître optimiste, demandant si Schism avait mangé et si le pasteur était venu prier avec eux. Mais la voix de sa mère se brisa lorsqu'elle mentionna l'aggravation de la douleur, et lorsqu'Addis entendit Schism gémir en arrière-plan, quelque chose en elle se brisa. Elle baissa le ton et la voix. « Maman, il faut qu'on fasse l'opération. »« On n'a pas le temps, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je trouverai un moyen, je le jure. Je ferai tout ce que je peux. » Ses larmes jaillirent sans prévenir, et elle se couvrit la bouche pour ne pas sangloter trop fort. Elle ne remarqua pas la silhouette qui se tenait au bout du couloir, à moitié dans l'ombre, l'oreille attentive. Benedict était venu chercher un dossier dans l'armoire près de la buanderie et s'arrêta en entendant la douleur rauque dans sa voix. Il resta immobile. Il écouta simplement, ses paroles touchant une corde sensible qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Obina dormit à peine cette nuit-là. Il n'avait pas l'esprit occupé par la réunion du conseil d'administration du lendemain matin ni par les clients internationaux qui le harcelaient pour un partenariat technologique. Au lieu de cela, l'attention se porta sur la fille dans la buanderie, pleurant dans un téléphone bon marché à propos de son frère mourant. Il ne connaissait même pas son nom. Ce n'était qu'une simple domestique, une de ces femmes discrètes qui ne transgressaient jamais les règles, ne faisait jamais de bruit. Mais quelque chose dans le tremblement de sa voix le hantait. Obina était fière de son détachement. La vie lui avait appris que les émotions affaiblissaient les hommes, et qu'il enterrait la faiblesse le jour même où il enterrait ses parents. Mais maintenant, dans le silence de son lit king size,
il pensait à la dialyse, aux factures d'hôpital et aux lettres d'expulsion rouges sur les grilles en fer blanc des bidonvilles de Lagos. Contre toute attente, il appela son assistante personnelle, Emeka, juste après 6 heures du matin. « Je veux que vous fassiez une vérification de ses antécédents, dit-il sans détour. La nouvelle femme de ménage, renseignez-vous sur son lieu de résidence, sa famille, et si ce que j'ai entendu hier soir est vrai. » Tranquillement. Emeka ne posa pas de questions. Obinna était connu pour ses ordres étranges, mais il était aussi connu pour payer généreusement son obéissance. Au moment où Addis servait son plateau de petit déjeuner à 8 heures du matin, Emeka avait déjà envoyé le rapport, Addis Chukwuma. 24 diplômé d'une école polytechnique à Imo State, mais a abandonné en raison de problèmes financiers. Père décédé. Mère au chômage. Son jeune frère, Kisholm, 12 ans, est gravement malade et sous dialyse. Loyer impayé. Expulsion imminente. L'hôpital refuse de procéder à l'opération tant qu'un acompte de 2 millions de naira n'aura pas été versé. Obinna fixa le dossier et quelque chose en lui s'éveilla, un étrange sentiment de culpabilité, peut-être de l'empathie. Mais il ne voulait pas de gratitude. Il ne voulait pas qu'elle le sache. Il voulait juste que le poids sur sa poitrine se relâche. Il prit son téléphone et composa un autre numéro, celui de son comptable privé. Transférer 2,5 millions sur ce compte d'hôpital, dit-il en lisant le dossier. Ne dis rien de tout ça. Ça reste entre nous. Addis rinçait le couloir en marbre quand sa mère l'appela le lendemain après-midi, la voix tremblante d'incrédulité. Addis. Ma fille. Quelqu'un l'a payé, oh. Ils ont payé l'opération de Kisholm. Maman Chukwuma pleurait à chaudes larmes à l'autre bout du fil. Addis se figea, serpillière à la main, le cœur battant la chamade. Quoi? Elle a soufflé. Tu es sûr? Maman, qui l'a fait? Mais sa mère n'avait pas de réponse. Ils ont dit que c'était anonyme. Même l'infirmière était sous le choc. Addis tomba à genoux, bouleversée. Pendant un long moment, elle resta muette. Puis elle murmura, « Merci, Jésus. Merci. » Tout son corps tremblait tandis que des larmes coulaient librement sur ses joues. Peu lui importait que son uniforme soit mouillé ou que ses genoux lui fassent mal. À cet instant, elle eut l'impression que le ciel s'était ouvert. Quelqu'un, quelque part, avait donné une seconde chance à sa famille, et il ne voulait même pas de reconnaissance. Obinna se tenait silencieusement sur le palier du dernier étage, l'observant à travers la balustrade. Il n'avait pas prévu d'être là. Il venait de terminer un appel et retournait à son bureau lorsqu'il remarqua la sonnerie de son téléphone. La joie sur son visage, les larmes, les murmures de prière, tout cela le faisait se sentir étrangement humain. Il se détourna avant qu'elle ne puisse le voir, son expression indéchiffrable. Plus tard dans la soirée, il signerait les papiers finalisant l'achat d'une propriété de 2 chambres à Ikoradu. Mais cela aussi resterait secret, pour l'instant. Obinna Dik était un homme qui vivait de structure, de stratégie et de silence. Son univers tournait autour des marges bénéficiaires, des conseils d'administration et des apparitions dans la presse qui ne révélaient que la moitié de l'homme derrière l'empire milliardaire. Mais cette nuit-là, allongé dans son lit orthopédique sur mesure, entouré de tout le confort possible, il ne put s'empêcher d'entendre la voix d'Adi résonner dans le couloir. Le sanglot entrecoupé de ses paroles, le désespoir silencieux de ses supplications à sa mère, tout cela avait touché quelque chose de profondément enfoui en lui. Il éteignit la télévision, mit de côté le magazine économique et s'assit dans le noir, seul le ronronnement de la climatisation lui tenant compagnie. Son esprit errait vers des souvenirs qu'il revoyait rarement, comme sa mère pleurant les factures d'hôpital impayées la nuit où son père était mort, faute de pouvoir se faire opérer à temps. Obinna s'était extirpé de la pauvreté à force de sang, de sueur et de décisions impitoyables. Mais à présent, ce même chemin l'avait endurci, et il ne savait pas comment réagir face à la douleur soudaine qui lui revenait à la poitrine. Au matin, sa décision fut prise. Il appela Emeka, son assistant personnel, discret et compétent, et lui donna des instructions simples mais précises. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur le Cheikhouma Dadi, sa famille, ses antécédents médicaux et sa situation financière. Fais-le discrètement, ajouta-t-il. Elle ne doit jamais le savoir. En quelques heures, un rapport d'enquête complet atterrissait dans sa boîte mail. Il l'ouvrit avec l'efficacité qu'il réservait au briefing d'investissement. Le contenu le frappa plus fort qu'il ne l'avait prévu.
Le père d'Adi était décédé 2 ans auparavant, sa mère était au chômage et malade, et son jeune frère, Schism, se mourait d'une maladie rénale avancée. Il avait déjà manqué 3 séances de dialyse par manque de fonds, et l'hôpital l'avait quasiment radié sans verser d'acompte. Obina fixait le document en silence. Il ne comprenait pas pourquoi il s'en souciait. Il ne connaissait pas cette fille au-delà de son uniforme et de son obéissance. Mais quelque chose dans sa force tranquille lui rappelait une vie qu'il avait enfouie sous ses costumes et les portes verrouillées de son bureau. Le lendemain matin, Adi frottait le sol devant le salon des invités lorsqu'elle reçut un appel qui lui coupa le souffle. La voix de sa mère tremblait à l'autre bout du fil lorsqu'elle annonça l'incroyable « Ma fille, quelqu'un a payé. Ils ont tout payé pour l'opération de schisme. » Adi laissa tomber sa serpillière, ses genoux cédant, et les larmes lui montèrent instantanément aux yeux. « Quoi? Qui? Comment ?» balbutia-t-elle, la voix brisée. « On a dit que c'était un donneur anonyme », répondit sa mère en pleurant elle aussi. L'infirmière était entrée et lui avait dit que le paiement avait été effectué tôt le matin, largement suffisant pour couvrir l'opération et les soins post-opératoires. Adi était assise par terre et pleurait sans retenue, inconsciente de la tournure que prenait le monde autour d'elle à cet instant. Elle n'était pas habituée aux miracles. Elle avait prié pour en avoir un, imploré le ciel pour quelque chose, n'importe quoi. Mais ça? C'était une grâce inattendue, enveloppée de mystère. Peu lui importait qui l'avait fait. Elle savait seulement que son frère avait désormais une chance de vivre. À l'étage, Obina observait le spectacle depuis la rambarde en verre teinté du couloir du premier étage. Il n'avait pas prévu de s'attarder là, mais sa curiosité l'emporta. La voir fondre en larmes était une contradiction émotionnelle, douloureuse et pourtant étrangement satisfaisante. Pour la première fois depuis longtemps, il avait utilisé sa fortune à d'autres fins que le profit commercial. Il ne s'agissait pas d'un don pour une reconnaissance publique, ni d'une déduction fiscale. C'était un acte de compassion silencieuse. Cette nuit-là, il a demandé à son équipe juridique de commencer l'achat d'un modeste bungalow de 2 chambres à Ikoradu, celui-là même qui appartenait à un certain chef Oliémide. Ne mentionnez mon nom dans aucun document, a-t-il déclaré avec fermeté. Je l'ai mis en place sous un trust. Personne ne devrait savoir que c'est moi. L'idée que la famille d'Adi puisse vivre sans la menace imminente du loyer ou de l'expulsion apaisa une culpabilité dont il ignorait encore qu'elle était encore présente. Obinadik n'aimait pas ressentir les émotions. Mais il était là, faisant des sacrifices silencieux pour une fille qui ne savait même pas qu'il l'écoutait. Adi est revenu au manoir quelques jours plus tard, le regard plus brillant, mais le cœur rempli de questions. L'opération de son frère s'était bien passée. Il était encore en convalescence, mais les médecins étaient optimistes. Sa mère avait même rappelé pour dire que quelqu'un de l'hôpital avait laissé entendre que le donneur pourrait provenir de Lucky. Cela n'a pas beaucoup aidé, Adi travaillait à Lucky maintenant. Mais qui pouvait être aussi généreux et ne rien exiger en retour? Elle pensa à d'anciens camarades de classe qui avaient craqué sur Instagram, mais aucun d'eux ne l'avait contacté. Elle envisagea même l'idée que l'hôpital lui-même ait pu financer l'opération. Pourtant, l'incertitude la fit hocher la tête. Elle nettoya le sol en marbre avec une énergie renouvelée, redressa les rideaux avec plus de soin qu'auparavant et redoubla d'attention aux détails. Quel que soit l'ange qui avait fait cela, elle allait l'honorer par un travail acharné. C'était la seule façon qu'elle connaissait de dire merci. Obina, quant à lui, gardait ses distances. Il n'était pas du genre à s'attarder sur les retours émotionnels. Il avait déjà payé l'opération et finalisé le transfert de propriété. C'était suffisant. Pourtant, il la remarqua comme jamais auparavant, sa façon de sourire intérieurement quand elle pensait que personne ne la regardait, sa façon de s'arrêter près du couloir pour respirer profondément, comme si elle priait en silence. Et elle était plus attentionnée, plus gracieuse, plus respectueuse encore qu'avant. Elle ne savait pas que c'était lui. Ce côté-là lui donnait un sentiment étrangement puissant, et pourtant, il avait honte de se sentir ainsi. Pour Obina, le contrôle était primordial. Pourtant, tandis que la joie diffuse d'Adi irradiait dans le manoir, il sentit son emprise se relâcher. C'était comme si sa gratitude emplissait l'air, et il respirait une nouvelle forme de richesse, qui ne se mesurait pas en Héra, mais en un contentement paisible. 3 semaines plus tard, le chef Alumite se présenta de nouveau au domicile des Chukwuma, sa voix résonnant dans la propriété comme un orage. « Où est cette femme inutile? Apporte-moi mon loyer ou fais tes bagages. » cria-t-il en agitant un morceau de papier. Mais cette fois, maman Chukwuma ne pleura pas.
Au lieu de cela, elle lui tendit un nouveau document et dit calmement « Nous ne vous devons plus rien. Quelqu'un a acheté cette maison la semaine dernière, et ce n'est plus vous, chef. » Il cligna des yeux, lisant le journal avec confusion, puis une colère grandissante. Quelle absurdité! Qui l'a acheté? Mais la femme haussa les épaules. Les documents avaient été remis par un avocat. La maison était désormais sous la tutelle d'une fondation au nom de la Fondation Merci Home. La fondation avait décidé d'annuler tous les loyers et d'accorder au Shukuma un bail permanent. Le chef Alumite fulmina et cracha, mais il quitta la propriété, humilié, en trombe comme un coq vaincu. Quand Adi apprit la nouvelle ce soir-là, elle resta bouche bée d'incrédulité. « Maman, tu as dit que quelqu'un avait acheté la maison », répéta-t-elle, les yeux écarquillés. Sa mère hocha la tête, les yeux brillants d'émerveillement. On ne sait pas qui. Ils se sont simplement appelés « Fondation ». Imaginez? D'abord l'opération, maintenant ça. Adi resta figée, la chair de poule. Ce n'est pas une coïncidence, murmura-t-elle. C'est quelqu'un. Quelqu'un nous observe. Nous aider. Mais qui? Pourquoi? Son esprit s'emballait, essayant de relier des points qui lui semblaient trop flous. Elle pensait au manoir, aux gens qu'elle avait servis sans les regarder, aux invités qui passaient devant elle comme du papier peint. Aucun d'eux ne semblait capable d'une gentillesse aussi discrète. Étage M. Obena? L'idée lui traversa l'esprit, mais fut vite écartée. Il était trop froid. Trop silencieux. Trop riche pour s'en soucier. La confrontation finale entre Mama Shekuma et le chef Oliemide a eu lieu un mercredi après-midi étouffant. Le ciel était bas et chaud lorsque le propriétaire fit irruption dans la propriété, le visage enragé, une enveloppe à la main. « Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais ceci est toujours ma propriété, et je veux mon argent », aboya-t-il en agitant les papiers d'expulsion comme des parchemins sacrés. Mama Shekuma sortit avec un calme paisible, vêtue des mêmes vêtements qu'elle avait utilisés pour implorer la clémence quelques semaines auparavant. Mais aujourd'hui, pas de supplication. Elle lui tendit un document imprimé, le menton levé, la voix posée. « La maison ne vous appartient plus, chef. J'ai reçu ceci de l'avocat de la fondation. La maison est désormais gérée par eux. Ils disent que nous ne devons plus rien. » L'homme saisit le journal et le lut. Ses lèvres remuèrent lentement, tandis que le poids des mots commençait à écraser sa fureur. « Tu crois avoir gagné » murmura-t-il avant de s'éloigner, son orgueil plus meurtri que son ego ne le lui permettait de l'admettre. De retour à l'intérieur, Mama Shekuma s'agenouilla et commença à prier. « Qui que tu sois, où que tu sois, que Dieu te bénisse » murmura-t-elle en larmes. Adiz rentra du travail et trouva le quartier en effervescence. Un voisin avait entendu la dispute et avait raconté à tout le monde que les Shekuma étaient liés à une grande fondation. Mais Adiz savait que la vérité était plus mystérieuse que cela. Les fondations n'apparaissaient pas seulement chez les gens ordinaires, surtout ceux qui vivaient dans des maisons de 2 chambres avec des ventilateurs cassés et des toits qui fuyaient. Ce soir-là, elle était assise dehors, les yeux rivés au ciel, essayant d'associer un miracle à une connaissance. Aucun de ses amis n'était riche, aucun membre de sa famille ne pouvait se permettre un tel geste. Cela la mettait à la fois mal à l'aise et reconnaissante. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelqu'un de puissant, veillait discrètement sur sa famille. Obina fixait l'email de confirmation de son avocat avec le détachement qu'il avait acquis au fil des ans. L'acte avait été officiellement transféré. La fondation, Merci Home Foundation, était désormais propriétaire agréé de la propriété d'Ikorodu, avec une annulation de loyer indéfinie pour les occupants actuels. Il s'adossa à son fauteuil ergonomique en cuir et regarda par l'immense fenêtre de son bureau percé d'eau, l'horizon scintillant de richesse. Une part de lui se demanda s'il ne dépassait pas les bornes. Il ne s'était jamais mêlé de la vie privée de ses employés, et encore moins influencé leur destin par des décisions de millionnaires. Mais la persévérance discrète d'Adi, sa profonde loyauté envers sa famille, avait éveillé quelque chose en lui. Elle n'avait jamais sollicité la pitié. Et pourtant, elle méritait toute l'aide qu'il pouvait lui apporter. Il ne voulait pas qu'elle le sache. Non pas par crainte qu'elle devienne trop familière, mais par crainte de ce que cela susciterait en lui. Ce soir-là, il rentra tard au manoir et la trouva dans le couloir, en train de regonfler les coussins du canapé de la chambre d'amis. Elle le salua avec sa courtoisie habituelle, sans la moindre lueur d'attente. « Bonsoir, monsieur » dit-elle en s'inclinant légèrement.
Il la stabilisa brièvement. Des rides de fatigue se dessinaient sous ses yeux, mais son sourire était sincère. « Comment va ton frère » demanda-t-il d'un ton détaché, comme s'il s'agissait d'une simple curiosité. Adi cligna des yeux, surprise. « Il va beaucoup mieux, monsieur. Dieu merci. L'opération s'est bien passée. » Elle marqua une pause, puis ajouta doucement, « Nous ne savons toujours pas qui nous a aidés. Mais nous prions pour eux chaque jour. » Obéna hocha la tête et poursuivit sa route sans en dire plus. Elle ne remarqua pas le tressaillement presque imperceptible au coin de sa bouche. Pour un homme connu pour ses murs autour de son cœur, Obéna venait de poser la première pierre d'un projet nouveau, quelque chose qui l'effrayait plus que n'importe quelle affaire. Amara observait tout du coin de l'œil, la mâchoire serrée, tandis qu'elle balayait le couloir devant le bureau d'Obéna. Elle travaillait au manoir depuis plus longtemps qu'Adi, et pourtant, elle n'avait jamais reçu plus qu'un signe de tête de leur employeur. Mais maintenant, cette nouvelle, cette fille à la voix douce et excessivement modeste, se faisait remarquer. Cela commençait par de petits détails. Obéna lui demanda comment allait son frère. Obéna marqua une pause lorsqu'elle entra dans la pièce. Amara n'était pas stupide. Elle avait entendu les rumeurs. Que le frère d'Adi avait subi une opération chirurgicale hors de prix. Que leur propriétaire avait fait marche arrière. Que quelqu'un d'en haut puisse être responsable. Son esprit commença à se troubler, transformant les hypothèses en soupçons. Elle se persuada qu'Adi devait jouer un jeu, utilisant les larmes et les anecdotes doucereuses pour gagner la sympathie et peut-être même la faveur. Après tout, les hommes comme Obéna ne remarquaient pas les domestiques sans raison. Elle commençait à faire des remarques désobligeantes pendant les corvées de cuisine. Certaines personnes ont l'attention des riches maintenant, Abéi, murmura-t-elle un après-midi alors qu'Adi était venu préparer le thé d'Obéna. Adi l'ignora, comme toujours. Elle n'avait pas l'énergie de se défendre. Mais son silence ne fit qu'attiser le ressentiment d'Amara. Les autres membres du personnel commencèrent à remarquer le changement. Certains chuchotaient dans le dos d'Adi, d'autres l'évitaient complètement. L'énergie du manoir se tendit, comme un orage se préparant dans l'air. Obéna, inconscient de la tension croissante au sein de son équipe, continuait ses actes discrets de générosité, laissant des paniers de fruits frais à Adi pour qu'elle les emporte pendant ses jours de congé, demandant au chauffeur d'attendre plus longtemps lorsqu'elle rendait visite à sa famille. Il ne le faisait pas pour semer la discorde, mais la gentillesse, même silencieuse, peut résonner plus fort que les mots. Et dans une maison où le statut social était primordial, le moindre écho pouvait déclencher un tremblement de terre. C'était un dimanche matin calme lorsqu'Obéna se retrouva dehors, dans le jardin, à siroter son thé vert. Il ne passait pas souvent de temps dehors, mais le calme matinal l'aidait à réfléchir. Il ne s'attendait pas à recevoir de la compagnie, aussi fut-il légèrement surpris lorsqu'Adi sortit, plateau à la main, pour aller chercher du linge sec. Elle s'arrêta en le voyant, hésitant entre faire demi-tour et continuer. Il lui fit signe de continuer. « Tu n'es pas obligé d'arrêter ce que tu fais » dit-il sans la regarder. Elle reprit son travail en silence, mais sa présence calma le brouhaha dans son esprit. Au bout d'un moment, il reprit la parole. « Comment va ton frère aujourd'hui » Elle se retourna, visiblement émue. « Il se rétablit très bien, monsieur. Il a demandé s'il pouvait retourner à l'école bientôt. C'est plus que ce que nous espérions. » Elle hésita avant d'ajouter, « Nous ne savons toujours pas qui nous a aidés. J'aimerais juste pouvoir les remercier comme il se doit. » Obéna hocha la tête, la gorge serrée. Il aurait voulu dire, « Tu l'as déjà fait », mais le mot est resté. Au lieu de cela, il termina son thé et offrit un petit sourire, son premier sourire spontané depuis des semaines. Parfois, la gratitude va plus loin que les noms. Je suis sûr qu'ils le savent. Adi le fixa un instant, les sourcils légèrement froncés. Quelque chose dans sa façon de dire cela la laissa perplexe. Mais elle chassa cette pensée aussi vite qu'elle lui était venue. Pourquoi l'aiderait-il? Il était milliardaire. Elle n'était qu'une domestique. Pourtant, alors qu'il se retournait et s'éloignait, son regard s'attarda plus longtemps que d'habitude. Il y avait quelque chose de différent chez lui. Le milliardaire distant qu'elle avait rencontré était toujours là, mais peu à peu, couche après couche, quelque chose d'autre commençait à apparaître. Il y avait un changement tacite entre Adi et Obéna, qu'aucun des deux ne parvenait à expliquer pleinement. C'était dans la façon dont son regard s'attardait une seconde de plus lorsqu'elle passait avec son plateau de petit déjeuner, ou dans la façon dont ses pas ralentissaient légèrement lorsqu'elle le voyait debout près de la fenêtre,
perdu dans ses pensées. Elle ne le soupçonnait toujours pas d'être le bienfaiteur secret, mais quelque chose avait changé. Il n'était plus l'ombre silencieuse du manoir. Il devenait une présence qu'elle percevait, une présence qui reconnaissait la sienne, même si c'était de manière subtile et réservée. Addis se sentait plus à l'aise en lui parlant, sans toutefois dépasser les bornes. Lorsqu'il lui demandait comment allait sa mère, ou si Schism était retourné à l'école, elle répondait par un doux sourire et une gratitude polie, veillant toujours à ne pas rendre les choses trop personnelles. Mais c'était personnel. Au fond, elle commençait à avoir l'impression que c'était plus qu'une simple employée et une bonne. C'étaient deux mondes solitaires qui se frôlaient doucement. Obéna, quant à lui, était troublé par l'adoucissement qui s'opérait en lui. Il avait passé une décennie à perfectionner sa distance émotionnelle, à ériger des murs que même ses plus proches partenaires commerciaux ne pouvaient franchir. Mais maintenant, il se surprenait à écouter la voix d'Addis, à l'observer depuis les caméras de son bureau quand il savait qu'elle était près du jardin, et à sourire, vraiment sourire, quand il l'entendait fredonner en faisant les corvées. Il détestait remarquer ces choses. Il détestait que son silence soit plus fort pour lui que tous les mots qu'Amara prononçait dans la cuisine. Mais plus que tout, il détestait se sentir mieux en sa présence. Ce n'était pas de la romance, c'était quelque chose de plus pur. Du respect. Compassion. Un lien tacite, fondé non pas sur l'attirance, mais sur la reconnaissance, deux personnes qui avaient souffert plus qu'elles ne le laissaient paraître, et pourtant, elles continuaient d'avancer. Lorsqu'Addis prenait un week-end de congé pour rendre visite à Kisholm, la maison semblait différente. Pour la première fois depuis des mois, des rires résonnèrent dans le salon tandis que Kisholm se promenait avec son jouet, souriant, en pleine forme et plein d'histoires sur ce qu'il ferait une fois de retour à l'école. Maman Chukwuma préparait une soupe à l'oie avec joie, chantant des hymnes tout en remuant la marmite, les yeux plus brillants et plus ronds qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Addis était assise à côté de son frère sur le canapé en lambeaux, tenant sa petite main dans la sienne et se demandant si la vie avait enfin décidé d'être à nouveau clémente. Les murs de la maison avaient encore besoin d'être repeints, et la télévision ne fonctionnait que lorsque le générateur était allumé, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Le calme était revenu. Même les voisins avaient cessé de les regarder avec pitié et commençaient à se demander, qui avait payé l'opération? Pourquoi le propriétaire avait-il cessé de les harceler? Votre Addis devait connaître quelqu'un d'important, murmurait-il. Mais Addis l'ignorait encore. Et si elle était satisfaite du miracle, une partie d'elle-même aspirait à la fin. Ce dimanche soir-là, avant de retourner à Lucky, elle s'assit seule dans la cour, sous le manguier, priant en silence. Mon Dieu, je n'ai pas besoin de savoir qui a fait ça. Qu'il soit béni, murmura-t-elle. Ils ont sauvé ma famille. S'il vous plaît, accordez-leur la paix comme ils nous l'ont donnée. De retour au manoir, Obéna arpentait la maison d'un pas assuré, se demandant pourquoi la maison était si silencieuse sans elle. C'était absurde, les domestiques allaient et venaient. Mais celle-là? Son absence était perceptible, comme si on oubliait de porter une montre dont on ne pensait pas l'importance jusqu'à ce qu'elle disparaisse. À son retour lundi matin, son sourire était fatigué mais sincère, et elle fit une révérence un peu plus profonde que d'habitude. « Merci de m'avoir accordé ce temps libre, monsieur, dit-elle. Mon frère va très bien maintenant. » Obéna ne répondit pas immédiatement. Il hocha simplement la tête et dit doucement, « Je suis content de l'entendre, Addis. » Plus tard dans la semaine, alors qu'il rangeait le linge d'Obéna, Addis laissa accidentellement son téléphone en charge dans un coin de la lingerie. Lorsqu'Obéna passa et le remarqua, il voulut l'ignorer, jusqu'à ce que l'écran s'allume et affiche une photo d'elle et Schism. Il marqua une pause, puis se pencha plus près. Le garçon affichait un large sourire, une dent en moins, les bras autour du cou d'Addis. Ils avaient l'air heureux. Pas riches. Pas intacts. Mais sincèrement, profondément satisfait. Il le fixa plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu, quelque chose dans les yeux du garçon réveillant sa mémoire. Peut-être était-ce parce qu'il n'avait jamais eu de frères et sœurs. Peut-être parce qu'il se souvenait d'avoir été ce garçon autrefois, souriant malgré la douleur, s'accrochant à l'espoir. Quand Addis entra et le remarqua près du téléphone, elle s'excusa aussitôt et se précipita pour le récupérer. « Désolé, monsieur. Je l'avais oublié. Je ne le voulais pas, mais Obéna leva doucement la main. « C'est bon. C'est ton frère ?» demanda-t-il, comme s'il ne le savait pas déjà. « Oui, monsieur. C'est Schism. Il a l'air d'aller mieux. » Son ton était neutre,
mais son regard était bienveillant. Addis hocha la tête et rangea soigneusement son téléphone dans la poche de son tablier. C'est vrai. Il n'arrête pas de demander qui l'a sauvé. Je lui ai dit que Dieu avait utilisé quelqu'un de spécial. Obéna détourna le regard et hocha légèrement la tête. C'est une bonne réponse. Elle sourit, le remercia à nouveau et retourna à ses occupations, le laissant là, étrangement perturbé. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, il sortit de son tiroir un vieil album photo poussiéreux rempli d'images d'un passé qu'il avait refermé depuis longtemps. Il feuilleta lentement les pages, s'arrêtant sur une photo de sa mère le tenant dans ses bras devant un hôpital public d'Enugu. Elle était morte 3 mois après la prise de cette photo, sans argent pour l'opération. Il referma l'album et se rassit, murmurant « J'aurais aimé que quelqu'un nous aide aussi ». C'est peut-être pour cela qu'aider Addis n'avait jamais vraiment été une question de pitié, mais de rédemption. Tout a basculé un soir lorsqu'Obéna a organisé un dîner privé au manoir avec 2 associés de longue date, des milliardaires eux aussi plus arrogants que tact. Addis, accompagné d'Amara et du chef, a été chargé de servir les boissons dans le salon avant que les invités ne rejoignent la salle à manger. Elle portait son uniforme habituel, les cheveux attachés en un chignon soigné, et se déplaçait silencieusement entre eux, comme à son habitude. Mais l'un des hommes, le chef Olamide, un homme corpulent, trop ivre et sans vergogne, lui saisit le poignet alors qu'elle essayait de récupérer un verre vide. « Qui donc se cache donc à la vue de tous » demanda-t-il d'une voix pâteuse. « Obéna, est-ce là un de tes luxes discrets ?» Le rire du deuxième invité fut bruyant et rauque. Addis se figea, incertaine de la réaction à adopter, les joues brûlantes de gêne. Amara observait depuis le coin de la pièce, les lèvres légèrement retroussées de satisfaction. Obéna se leva aussitôt, son expression s'assombrissant à chaque mot. « Lâche-la, dit Obéna d'une voix basse mais tranchante. Le silence retomba dans la pièce. C'est une employée de maison, pas un divertissement. Le chef Olamide rit nerveusement, essayant de faire comme si de rien n'était. Ah, pas de colère, Obéna. On plaisantait, mais Obéna ne souriait pas. Je ne plaisante pas avec les gens que je respecte. Il s'approcha, écarta doucement le bras d'Addis et la regarda dans les yeux. Retourne dans ta chambre. Tu n'as plus besoin de servir ce soir. Elle hocha vivement la tête, retenant à peine ses larmes, et quitta la pièce. Les invités passèrent le reste de la soirée à tenter de regagner ses bonnes grâces, mais l'ambiance avait déjà changé. À l'étage, Addis était assise au bord de son lit, secouée mais étrangement réconfortée. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un la défende ainsi, et surtout pas lui. Pour la première fois, elle s'autorisa à penser que peut-être, le milliardaire était humain après tout. L'atmosphère du manoir avait subi une subtile transformation, que seuls les plus observateurs pouvaient remarquer. Obéna, autrefois rigide dans ses horaires et froid dans son attitude, s'interrompait désormais pendant ses repas pour demander son avis, notamment à Addis. Un après-midi, il lui demanda quelle soupe de légumes elle préférait, la soupe aux feuilles amères ou la soupe à l'arbonneau, puis demanda au chef de la préparer le lendemain. Quand Addis suggéra avec hésitation que les uniformes du personnel étaient usés et que certaines filles étaient trop timides pour en demander de nouveaux, il acquiesça et donna l'ordre à son assistante d'en acheter de nouveaux pour tout le monde. C'était comme s'il se dégelait, centimètre par centimètre. Addis ne put s'empêcher de le remarquer. Elle ne le comprenait pas, mais elle le voyait. Elle commença à lui répondre de la même manière, lui faisant des suggestions polies, se redressant un peu lorsqu'il s'adressait à elle et souriant sans crainte lorsque leurs regards se croisaient. Quel que fût ce non-dit entre eux, c'était tendre, discret et sincère. Pourtant, tout le monde n'était pas content. L'agacement d'Amara s'était transformé en un profond ressentiment. Elle observait chaque interaction, les yeux plissés et les bras croisés, convaincue plus que jamais qu'Addis avait piégé leur patron. Les murmures dans la cuisine s'intensifièrent. Elle a dû lui dire quelque chose, dit un membre du personnel. Ou peut-être use-t-elle de charme. Ce Lagos est sauvage. Addis essayait de l'ignorer, mais leur regard se faisait plus perçant. Et même si Obéna ne disait rien sur la tension, il la ressentait. Un soir, il surprit Amara fusiller Addis du regard tandis qu'elle servait du jus à table, et la façon dont elle feignit rapidement un sourire ne fit que confirmer ce qu'il soupçonnait déjà, quelque chose de grave se tramait en coulisses. Et même s'il ne voulait pas se mêler des ragots de la maison, il pressentait qu'il y serait bientôt contraint. La tension finit par retomber par un jeudi après-midi torride. Addis nettoyait la table basse en verre du salon principal lorsqu'Amara fit irruption, les yeux flamboyants, la voix aigre.
Tu te crois intelligente, Abei? Tu utilises tes larmes de crocodile pour conquérir le cœur d'Oga, cracha-t-elle. Addis se figea, le chiffon qu'elle tenait à la main tremblant. Amara, s'il te plaît, je ne sais pas de quoi tu parles, répondit-elle à voix basse. Mais Amara ne faisait que commencer. Tu crois qu'on n'a pas remarqué qu'il demande toujours des nouvelles de ton frère? Qu'il change toujours de sujet après que tu aies prononcé un ou deux mots? Les autres membres du personnel commencèrent à se rassembler, attirés par le bruit. Peut-être même que c'est toi qui partages ses secrets, qui le séduit en silence. Namadoué, non, a remplacé la forme du jour J importante. Les joues d'Addis s'empourprèrent de gêne. Elle resta immobile, refusant de céder à la colère d'Amara, mais son cœur se brisa à l'idée que sa sincérité soit transformée en manipulation. Avant qu'elle puisse répondre, la voix d'Obena transperça la tension comme une lame. Ça suffit. Il avait tout entendu depuis l'escalier, et maintenant il se tenait au pied, le regard dur et les lèvres pincées. Amara, je ne tolérerai pas ce genre de comportement chez moi. Amara ouvrit la bouche en signe de protestation, mais il la fit taire d'un regard noir. Tu es congédié pour la journée. Si j'entends à nouveau parler de ça, tu seras congédié définitivement. Le personnel resta silencieux, choqué. Amara sortit en trombe, marmonnant. Obena se tourna vers Addis, d'un ton plus doux. Tu vas bien? Elle hocha la tête en silence, toujours stupéfaite. Bien. Tu ne mérites pas ça. Il s'éloigna, laissant le reste du personnel dans un silence stupéfait. À partir de ce jour, plus personne n'osa murmurer. Mais au fond d'Addis, la peur persistait, la peur que sa présence devienne plus complexe qu'elle ne l'avait prévu. Le lendemain matin, Obena fit quelque chose d'inattendu. Il convoqua tous les domestiques dans la cour pour une réunion officielle. Le personnel fit la queue, nerveux, incertain s'il s'agissait de l'incident avec Amara ou de quelque chose de plus grave. Vêtu d'un cafetan blanc impeccable, Obena s'adressa à eux avec calme et fermeté. Cette maison est fondée sur l'ordre, le respect et la confiance, commença-t-il. Ce qui s'est passé hier était inacceptable. Personne, ni femme de ménage, ni cuisinier, ni chauffeur, ni jardinier, ne devrait être victime de harcèlement, d'envie ou de commérage. Son regard parcourut les visages rassemblés. Addis a servi cette maison avec dévouement et humilité. Toute nouvelle tentative de la discréditer, elle ou quiconque, sera considérée comme une offense personnelle. Il marqua une pause, puis ajouta, faisons en sorte que ce soit la dernière fois que nous laissions l'amertume éclipser notre devoir. Un silence stupéfait suivi de hochements de tête. Le message était clair, Addis n'était pas une simple servante, elle était sous sa protection. Addis observait la scène depuis le fond de la cour, à peine capable de respirer. Elle n'avait jamais vu personne, pas même son défunt père, prendre sa défense ainsi. Ce n'était pas seulement les mots, c'était le ton. Obena n'avait pas l'air d'un patron protégeant ses biens. Il avait l'air d'un homme protégeant quelque chose qui lui tenait à cœur. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les chassa rapidement en clignant des yeux. Ce jour-là, alors qu'elle rangeait le salon, plusieurs membres du personnel passèrent devant elle et la saluèrent comme il se doit, sans sarcasme ni moquerie. Même le cuisinier lui offrit une tourte à la viande au déjeuner. Quelque chose avait encore changé, mais cette fois, c'était en sa faveur. Pourtant, une question persistait dans son cœur comme un souffle silencieux, pourquoi s'en souciait-il autant? Pourquoi aller si loin pour quelqu'un comme elle? Elle résolut ce soir-là de le découvrir, d'une manière ou d'une autre. Ce soir-là, alors que le manoir était silencieux et que le personnel avait regagné ses quartiers, Addis frappa doucement à la porte d'Obena. Il leva les yeux de son ordinateur, surpris. « Entrez, dit-il. Elle entra, les mains jointes devant elle. « Je ne vous prendrai pas trop de temps, monsieur, commença-t-elle doucement. Mais je dois vous demander, pourquoi vous en souciez-vous autant? » Obena haussa un sourcil et se laissa aller dans son fauteuil. « Vous en souciez? » Elle hocha la tête. « Tu m'as protégé, défendu. Tu as même demandé des nouvelles de ma famille. Je t'en suis profondément reconnaissant. Mais je ne comprends pas. » Le silence qui suivit fut long et pesant. Obena détourna le regard, la mâchoire serrée. « Est-ce important pourquoi ?» demanda-t-il doucement. Addis déglutit difficilement. « Ça n'a pas d'importance. Parce que je ne veux pas être quelqu'un qui prend plus que ce qu'elle mérite.
J'ai déjà reçu plus que ce que j'aurais pu imaginer. Il se leva, alla à la fenêtre et regarda le ciel sombre. Peut-être que je retrouve en toi une part de quelqu'un que j'ai perdu, dit-il finalement. Peut-être que j'essaie juste de réparer quelque chose que je n'arrivais pas à réparer avant. Addis ne comprenait pas vraiment, mais elle eut la tristesse dans son regard. Il se tourna vers elle. Tu n'as rien fait de mal, Addis. Rien. Si j'ai aidé d'une quelconque façon, c'est parce que je le voulais. Pas parce que j'attendais quelque chose. Elle hocha la tête, l'émotion lui serrant la gorge. Merci, monsieur, murmura-t-elle en se retournant pour partir. Addis, appela Théil avant qu'elle n'ouvre la porte. Elle se retourna. Tu ne prends pas plus que ce que tu mérites. Tu reçois enfin ce que la vie aurait dû te donner depuis toujours. Son souffle s'arrêta, mais elle ne répondit pas. Elle esquissa simplement un doux sourire larmoyant et s'engagea dans le couloir, le cœur battant, empli d'un mélange de paix et de confusion. Les murs qui les séparaient s'étaient fissurés, mais la vérité était désormais dangereusement proche. Une semaine après la confrontation silencieuse d'Aubinus avec ses sentiments, Addis revint d'une visite dans notre couloir, tenant une petite enveloppe blanche. Elle entra dans le manoir avec un sourire discret et se dirigea vers le bureau d'Aubinus. Il leva les yeux, curieux. « Cela vient de mon frère, dit-elle doucement en le lui tendant. Il m'a demandé de le donner à la personne qui nous a aidés. Mais comme je ne sais toujours pas qui c'est, je me suis dit que tu pourrais peut-être le lui transmettre. » Elle rit nerveusement, inconsciente de l'ironie. Aubinus hésita, ses doigts effleurant les siens en acceptant la lettre. « Je veillerai à ce qu'elle leur parvienne, dit-il, la voix chargée d'émotion. Lorsqu'elle partit, il s'assit et ouvrit lentement l'enveloppe, comme si elle contenait un objet sacré. À l'intérieur se trouvait une lettre soigneusement écrite de la main de Kisholm, dont les lignes transperçaient le cœur d'Aubinus, adressée à celui qui m'avait sauvé. « J'espère que tu es heureux maintenant, car je vais vivre. Merci. Je ne t'oublierai jamais. » La lettre est restée sur son bureau toute la nuit. Aubinus ne l'a pas déplacée. Il ne l'a pas classée. Il ne l'a même pas relue. Il l'a simplement laissée là, comme si sa présence suffisait à lui rappeler ce qu'il avait fait et pourquoi. Il n'avait jamais espéré de gratitude. En fait, il essayait de l'éviter. Mais entendre les mots d'un enfant qu'il n'avait jamais rencontré, des mots purs, sincères et exempts de toute fierté, provoqua un déclic en lui. Il ne s'agissait plus de culpabilité. Il ne s'agissait plus de réparer les torts du passé. Il s'agissait de ce que signifiait donner et recevoir sans fanfare. Le lendemain matin, il rangea la lettre dans un tiroir, à côté de la vieille photo de sa mère. En le fermant à clé, il réalisa qu'il n'avait plus besoin de l'anonymat pour se sentir en paix. Il avait fait bouger les choses. Et d'une certaine manière, ce garçon, Kisholm, l'avait autant changé qu'il avait changé son avenir. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Obina avait prévu de rendre visite à Kisholm discrètement, de lui parler brièvement et de partir sans se faire remarquer. Mais le destin en avait décidé autrement. À son arrivée à l'hôpital, l'infirmière le reconnut grâce à ses précédentes visites anonymes et le conduisit dans la salle de réveil privée de Kisholm. Les yeux du garçon s'illuminèrent en le voyant. « Êtes-vous l'homme du couloir la dernière fois » demanda Kisholm avec une excitation innocente. Obina lui esquissa un sourire modeste et approcha une chaise. « Disons que je suis quelqu'un qui se soucie de moi. » Ils parlèrent pendant plusieurs minutes, de football, de jeux vidéo et du riz jollof épicé que préparait sa mère. Mais ce moment de paix fut interrompu lorsque la porte grinça et qu'Addis entra, une gourde et un pack de jus à la main. Elle se figea en le voyant, le visage s'éclaircissant. « Monsieur » murmura-t-elle, les yeux écarquillés d'incrédulité. Obina se leva lentement, les lèvres entr'ouvertes, mais sans un mot. Le silence qui suivit fut pesant, plus lourd que n'importe quel cri. « Toi, c'était toi. » La voix d'Addis se brisa lorsqu'elle fit un pas en avant. « L'hôpital ? La maison ? Tout ?» Obina acquiesça enfin, l'air indéchiffrable. « Oui, dit-il simplement. Je ne l'ai pas fait pour être félicité. Je voulais juste aider. » Elle secoua lentement la tête, bouleversée. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» soupira Théil à voix basse. « Parce que les gens comme moi ne sont pas remerciés sans que les autres en attendent plus. Et les gens comme toi méritent de recevoir sans avoir l'impression de devoir quoi que ce soit. » Sa gorge se serra tandis que le poids de ses paroles s'installait.
Elle regarda son frère, puis le regarda de nouveau. Tu ne l'as pas seulement sauvé. Tu nous as tous sauvés. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Puis Obina prit sa serviette et se dirigea vers la porte. Je ne voulais pas que tu le saches, mais je suis contente que tu le saches maintenant. Le trajet de retour au manoir fut silencieux pour Édise. Elle était assise près de la fenêtre de la voiture de fonction, scrutant le flou de la circulation et des gens, l'esprit bourdonnant de questions. Elle rejouait chaque instant, chaque doux sourire, chaque geste gentil, chaque conversation étrange, et tout prenait sens maintenant. Obina n'avait pas changé du jour au lendemain. Il portait la vérité comme une blessure cachée, pensant sa douleur par son silence. À leur arrivée, elle se dirigea droit vers son bureau, frappa une fois et entra sans attendre. Il était derrière son bureau, comme d'habitude, mais il n'avait pas l'air surpris. « Je ne suis pas en colère », dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne sais pas quoi faire de tout ça. » Obina hocha la tête et lui fit signe de s'asseoir. « Alors ne fais rien, répondit-il. Vis, tout simplement. Sois heureux. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi et ta famille. » Elle le regarda longuement, puis sourit faiblement. « Vous ne nous devez rien, monsieur. Mais merci quand même. » Il croisa son regard, et quelque chose passa entre eux, une compréhension trop pure pour être exprimée. « Tu m'as donné quelque chose, moi aussi. »« Adieu, dit-il. » Un rappel que la gentillesse n'a pas toujours besoin d'être justifiée. Elle se leva pour partir, puis marqua une pause. « Veux-tu venir à Ikora un jour ? Pour lui rendre visite, je veux dire. Schisme serait ravi de te revoir. » Obina cligna des yeux, surprise. « Je ne fais pas de visite habituellement. » Adieu sourit. « Eh bien, il est peut-être temps que tu le fasses. » Elle sortit, le laissant seul, son invitation en suspens. Pour la première fois depuis des années, Obina avait l'impression d'être invitée à quelque chose de concret, pas seulement la gratitude d'une famille, mais un lieu où il n'était pas un milliardaire, mais simplement un homme qui faisait bouger les choses. Le dimanche suivant, Obina arriva sans prévenir au domicile familial des Shekoma. Il portait un simple cafetan blanc et portait 2 sacs de courses remplis de fruits et de friandises. Le complexe paraissait encore plus petit que dans ses souvenirs, mais d'une certaine manière plus chaleureux. Mama Shekoma l'accueillit avec un mélange de surprise et de joie, manquant de laisser tomber sa bassine de linge. « Ah, Oga. Obina, tu es venu, dit-elle en se précipitant pour lui serrer la main. « De rien, oh Dieu te bénira plus que tu ne peux en porter. » Dans le petit salon, Kishon faillit le prendre dans ses bras, fier de lui présenter Obina comme mon ami milliardaire. Les rires remplissaient la maison comme un doux encens, et pour une fois, Obina ne se sentait pas dépaysé. Il ne regardait pas sa montre. Il ne s'inquiétait pas des cours de la bourse. Il resta assis là, observateur silencieux de leur joie, ressentant quelque chose de subtil en lui pour la première fois depuis des années. Plus tard dans la soirée, après un copieux repas de riz jollof et de bananes plantain frites, lui et Hadis s'assirent dehors sous le manguier. L'air sentait le savon et l'huile de palme. « Alors, que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle doucement. Il leva les yeux vers le ciel, les étoiles commençant à percer la brume de la gosse. « Maintenant, dit-il, un sourire naissant sur ses lèvres. Maintenant, je vis, tout simplement. » Elle hocha la tête légèrement appuyée contre le dossier du banc. Aucune promesse, aucune déclaration, aucun geste romantique, juste la proximité tranquille de 2 vies qui s'étaient transformées. Ce n'était pas une histoire d'amour, mais quelque chose de plus profond, une histoire de grâce, de guérison et d'humanité. Obina se leva pour partir un moment plus tard, mais avant de sortir, il se retourna et dit à Kishon que j'apporterai des chaussures de foot la prochaine fois. Et sur ces mots, il s'avança dans la nuit, non plus seulement milliardaire, mais enfin un homme qui avait trouvé refuge dans le cœur d'autrui. Obina est revenu chez les Shekoma par un dimanche après-midi tranquille, non pas en milliardaire en mission, ni en étranger observant dans l'ombre, mais en invité. Il est venu sans son escorte, sans son assistant et sans prétention. Juste une simple chemise en pagne, un pantalon simple et 2 briques de jus à la main. Mama Shekoma l'accueillit comme un fils, débordant de joie tandis qu'elle débarrassait les chaises en plastique à l'ombre du manguier. « Tu nous as encore honorés, Obina. Assieds-toi, Beko. Aujourd'hui, tu mangeras notre nourriture, pas celle servie dans des assiettes en argent, la taquina-t-elle en riant de bon cœur. À l'intérieur,
Kisholm criait déjà d'excitation, sortant ses cahiers et ses dessins pour les montrer à son grand ami. Obina était assise sur le banc bas dehors, les jambes tendues vers l'avant, enfin détendues. Ce n'était pas un accord commercial ni une œuvre caritative. C'était une affaire de famille. Et pour une fois, il n'avait pas l'impression de donner, mais d'appartenir à un groupe. La table était modeste, soupe de béa et de gombo, poisson rôti et une petite bouteille de malt par personne. Obina mangeait avec eux, racontait des anecdotes et souriait même lorsque Kisholm insistait pour qu'ils se resservent. Les rires qui éclatèrent ce jour-là emplirent l'enceinte et se répandirent dans les rues. Les passants s'arrêtèrent pour voir l'homme qui remplissait autrefois les journaux, manger maintenant avec les mains et rire sans retenue. Adiz était assise à côté de lui, calme, apaisée, son regard se posant parfois sur lui, non pas avec admiration, mais avec une gratitude discrète. Lorsqu'il se leva enfin pour partir, il jeta un dernier coup d'œil à la petite maison, puis se tourna vers Mama Chukwuma. « C'est le meilleur repas que j'ai mangé depuis des années, dit-il sincèrement. Elle rayonnait. « Reviens quand tu veux, mon fils. Notre porte est toujours ouverte. » Adiz le suivit tandis qu'il s'avançait vers le portail. « Merci, dit-elle. » Il la regarda et répondit, « Non, Adiz. Merci de m'avoir sauvé aussi. » Et sur ces mots, il sortit, laissant derrière lui non seulement un repas, mais un morceau de lui-même, enfin en paix. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également la notification de publication pour recevoir de nouvelles histoires.